Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. J'espère qu'ils vont te plaire et on va pas perdre plus de temps, justement. Alors étant donné qu'on est vers la rentrée, si jamais vous voulez partager des histoires d'horreur que vous avez vécues, vous pouvez me les envoyer à delcorstory@gmail.com. Alors installe-toi confortablement et prends la boisson de ton choix. L'histoire que je vais te partager, c'est celle de Madison, une jeune américaine de 26 ans qui aime beaucoup de choses dans la vie. Mais surtout une chose qui va beaucoup l'aider. Sa passion pour la littérature. Et le truc, c'est que sa passion pour la littérature, elle va la transmettre au monde entier. Au début, avec un vlog. Mais à force, elle s'est mise à faire des vidéos sur sa chaîne YouTube. Et ça a grandi assez vite. Elle a quasiment 3000 abonnés, ce qui est déjà énorme. Chaque semaine, elle poste des vidéos avec plusieurs concepts. Et dans l'un des concepts, elle déballe des cartons de nouveaux livres qu'elle a soit reçus des maisons d'édition, soit qu'elle a acheté elle-même avec son propre argent. Un jour, après avoir posté une de ses vidéos de déballage comme d'habitude, Madison commence à recevoir des lettres dans sa boîte aux lettres. Au début, les fameuses lettres semblent inoffensives, voire même charmantes. Un admirateur anonyme lui envoie des poèmes et des déclarations d'amour. Elle trouve cela flatteur et amusant, sans se douter de la tournure que prendra cette histoire. Mais très vite, les lettres deviennent beaucoup plus inquiétantes. Elles contiennent des détails personnels sur sa vie qu'elle n'a jamais partagés en ligne en tant que youtubeuse. Déjà, Madison commence à se demander comment quelqu'un pourrait connaître son adresse. La peur s'installe lentement en elle. Et pour des raisons professionnelles et personnelles, elle décide de déménager dans une nouvelle maison, espérant du coup échapper à ce mystérieux admirateur qui devient vraiment flippant. Quelques semaines après son déménagement, elle découvre une nouvelle lettre dans sa boîte aux lettres. Jusque-là, tu me diras, pas de souci, on reçoit tous des lettres et du courrier. Mais certainement pas des lettres de quelqu'un que vous ne connaissez pas sur une feuille totalement blanche, avec une simple phrase écrite à la main. Le message est simple mais glaçant. Merci pour l'adresse. Sauf que Madison, elle prend toutes les précautions possibles pour ne pas révéler sa nouvelle adresse dans ses vidéos. Avant, elle ouvrait ses enveloppes avec parfois l'adresse à l'envers ou quoi, et forcément, on pouvait la voir un petit peu si on cherchait. Ou il y avait des cartons dans le décor qui potentiellement pouvaient donner son adresse. Mais maintenant, avant de tourner une vidéo déballage de colis, elle enlève tout le temps l'étiquette de l'adresse ou si elle peut, elle met du gros scotch noir dessus. Donc, elle prend des précautions pourtant. Alors, elle se demande vraiment comment la personne a réussi à avoir cette nouvelle adresse. Elle évite, comme je vous l'ai dit, de montrer les cartons ou tout détail qui pourrait trahir son lieu de résidence. Mais malgré ses efforts, les lettres continuent d'arriver. Elles deviennent de plus en plus menaçantes avec des photos de sa nouvelle maison prises de l'extérieur. Des descriptions détaillées de ses activités quotidiennes. Déjà, elle se fait stalker, c'est clairement grave. Et une deuxième étape, c'est qu'elle reçoit parfois des objets personnels qui étaient dans son ancienne maison. Et ça, c'est vraiment très bizarre. Ça veut dire que le gars a pénétré chez elle, a volé des objets et s'est barré. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il l'aurait pas regardé dormir ou d'autres trucs dans le genre ? Bon, ça c'est déjà très flippant, mais là, il y a une autre étape. Il lui envoie d'autres cadeaux, comme il aime les appeler. Et ces cadeaux, ils sont très spéciaux. Il y a vraiment de tout et de rien. Ça va d'un ticket de métro, un coton de tige, un paquet de pâtes, une couche de bébé non utilisée, et le plus dégueu pour la fin, un préservatif usagé. Voilà. En recevant le dernier cadeau, Madison se dit « Ok, c'est bon, là ça va trop loin pour moi. Je vais faire intervenir la police. » Elle appelle l'opératrice du 911 et cette dernière lui dit qu'elle lui envoie une patrouille mais que vu le cas, elle n'est pas prioritaire. Si jamais il y a un vol, une attaque ou quoi que ce soit, ça c'est prio. Et forcément, Madison le comprend un petit peu. Une demi-heure après, une patrouille composée de 2 policiers arrive devant chez elle. Madison leur ouvre et explique ce qu'il se passe. Elle leur montre les cadeaux qu'elle reçoit en finissant en disant voilà, celui-ci là, c'est le dernier en date. Elle va le montrer comme ça, à bout de bras, elle le tient à bout de bras, et là, réflexe d'un des policiers, il se met à faire un revers de la main pour éloigner ça de lui. Bon, il s'excuse en disant qu'il était pas prêt à voir ça comme ça sorti de nulle part. Elle va ramasser ça par terre et demander, comme on se le dit tous, avec ce qu'il y a dedans, est-ce que vous pouvez pas trouver le coupable ? Et l'autre policier, pas celui qui a shooté, va commencer à dire, non mais ça marche pas comme ça en fait. On n'est pas les experts à Miami ici. Il lui dit tout ça en rigolant comme un bon beauf. Il va enchaîner alors en lui disant que l'affaire n'est pas si grave et que la police ne peut pas faire grand chose pour elle. Il lui dit qu'ils vont faire un petit peu plus de patrouilles dans son quartier, mais comme elle est dans un quartier assez tranquille, ce serait dommage de mobiliser trop d'unités pour ça. Vous imaginez bien qu'en entendant ça, Madison elle est dépitée comme on s'en doute.
L'autorité sur qui on pense qu'on peut compter, la police, ne va rien faire au final. Elle continue sa vie parce qu'il faut continuer de se battre, même si une personne essaye de l'intimider. Et un soir, en lisant les commentaires sous sa dernière vidéo, elle tombe sur un message qui lui glace le sang. « Je suis plus proche que tu ne le penses ». Et le message, il est super bizarre parce que normalement, c'est pas ce genre de commentaires qu'elle reçoit. Soit elle reçoit des trucs de haters ou bien dans 99% des cas, des gentils commentaires. Super la vidéo, ah ouais, ce livre il est trop bien. Des choses comme ça. Et ce qui confirme qu'elle pense que c'est la personne qui a posté ça, c'est qu'en photo de profil, la personne a la photo de la maison de Madison. Terrifié, Madison contacte la police, mais ils continuent de dire qu'ils ne peuvent rien faire sans preuve concrète. Les jours passent et la peur de Madison grandit. Elle ne dort plus, guette le moindre bruit suspect et hésite à sortir de chez elle. Un matin, elle découvre un colis posé devant sa porte. En l'ouvrant, elle trouve une poupée qui lui ressemble étrangement, avec un message écrit en lettres découpées dans des magazines. J'attends le bon moment. La terreur s'empare de Madison. Comment est-ce que c'est possible? Son admirateur secret la surveille de plus près qu'elle ne l'imaginait. Après cet énième colis, Madison est brisée. La passion qui l'animait, partager des lectures, s'est transformée en un cauchemar. Sa vie est en danger, elle n'est même plus en sécurité chez elle. Elle doit fuir, se cacher, mais pour aller où? Elle a déménagé une fois et pourtant, il l'a retrouvée. Son admirateur secret la guette, prêt à la stalker à nouveau. Désespéré, Madison décide de faire une pause dans ses vidéos et de quitter définitivement les réseaux sociaux. Ça ralentit le rythme des messages et des colis de cet inconnu chelou. Elle va alors mettre toutes ses vidéos en privé et va supprimer ses réseaux sociaux professionnels. Les lettres ont diminué, elle n'en recevait plus qu'une par semaine environ, ce qui était une bonne chose pour Madison, mais pas assez. Elle voulait être tranquille. Mais elle a pu remarquer une chose, c'est que faire la morte, entre guillemets, ça l'avait aidé. Alors, elle décide de faire un dernier move pour essayer de s'isoler de ce gars. Elle va déménager chez ses parents et suite à ce déménagement, elle a arrêté de recevoir ce genre de choses. Depuis, Madison a peur que si elle retrouve une maison, rien qu'à elle, le gars repasse à l'action. Après ces événements, elle n'a pas repris ses activités sur YouTube, mais elle est toujours fan de littérature. Voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread horreur. J'espère qu'il vous a plu. Le truc assez fou, c'est de se dire que cette personne voulait juste partager sa passion, donc lire des livres, etc. et tout, et le mettre sur YouTube. Et il y a un mec, j'imagine, sûrement. Et le gars il s'est dit, vas-y, je vais la faire chier. C'est simple, il s'est dit, je vais la faire chier, je sais pas pourquoi. Franchement, je comprends pas. Vraiment, ça veut dire que soit c'est un hater, il l'aime pas du tout, mais le mec il va hyper loin. Moi, quand il y a un mec ou une meuf là dans les commentaires qui me fait chier, je bloque Edex, c'est clic droit, supprimer. Hop, on voit plus. Voilà, moi je passe à autre chose. Mais elle, étant donné qu'effectivement, malheureusement, au début, elle montrait un peu ses colis, j'imagine et tout, je vois un peu. Et je me dis, le gars a pris son adresse. Mais moi, ça me viendrait même pas à l'esprit. Je me dis, mais cette personne, je la laisse tranquille. Enfin bref, je vais trop m'étaler sur cette sur cette conclusion, donc on va passer à autre chose. Mais en tout cas, l'histoire, je l'ai trop kiffé. On passe à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Cassandra et ça s'est passé en février 2021. À ce moment-là, Cassandra a 24 ans et elle est encore étudiante et a donc des vacances scolaires. Elle vit encore chez ses parents puisqu'avec le Covid, c'est compliqué. Et donc, elle a des cours à distance. Son oncle et sa tante et leurs 3 filles vivent dans une maison de campagne dans le nord, à proximité de la métropole lilloise. De plus, la maison est au fond d'une allée. Toutes les maisons dans son quartier sont de grandes maisons individuelles, bien souvent entourées d'un jardin. Entre les maisons, il y a 2 grandes haies. Et en face de ces maisons, généralement, se trouvent des champs. Un grillage entoure la maison de son oncle et de sa tante. Et, bien évidemment, il y a un portail à l'entrée. Il y a une grande allée, là où ils peuvent mettre leur voiture entre le portail et la porte de la maison. Il y a des baies vitrées dans quasiment toutes les pièces. Mais il y en a qui donnent vers le portail, celle du salon où justement on peut regarder la télé. Fin février, début mars, c'est les vacances. Son oncle et sa tante décident de partir une semaine au ski. Mais ils ont un petit problème. La plus grande de leurs filles, qui a 17 ans, est scolarisée en Belgique. Et elle n'a donc pas les mêmes périodes de vacances que toute la famille. Elle a 17 ans à ce moment-là, mais Juliette et Cassandra sont très proches. C'est donc tout naturellement que les parents de Juliette demandent à Cassandra si elle veut bien rester avec elle pendant une semaine, afin qu'elle ne se sente pas trop seule. Et surtout pour que Cassandra la conduise à la gare les 2 matins où elle a cours. Du coup, Cassandra arrive chez Juliette le samedi. Lundi soir, elles se font une petite soirée avec l'un de ses bons amis et elles picolent un petit peu.
La soirée se passe bien et ils vont tous les trois se coucher. La cousine de Cassandra et elle dorment toujours dans le clic-clac dans le salon au rez-de-chaussée lorsqu'elles sont toutes les deux. Bien qu'elle ait sa chambre à l'étage, c'est comme une sorte de rituel. Le lendemain passe et elles sont un petit peu fatiguées de la soirée de la veille et elles décident d'aller au McDo le midi. Cassandra nous précise qu'elle a un toc avec les portes d'entrée. Elle les ferme toujours à clé, peu importe l'endroit et peu importe avec qui elle est. Les filles et l'ami de Juliette finissent de manger et Juliette décide de raccompagner son ami. Mais il décide de passer par la baie vitrée du salon. Pendant ce temps, Cassandra a décidé d'ouvrir une autre baie vitrée afin d'aérer un petit peu, car il ne fait pas trop froid ce jour-là. Une baie vitrée qui est absolument pas visible de l'extérieur, puisqu'elle se trouve sur le côté de la maison. Juliette rentre quelques dizaines de minutes après et elle se pose devant la télé. Mais les deux filles s'endorment vers 15h. Au réveil, il est 17h. Elles se réveillent, elles font leur vie dans la maison. Elles mangent et Cassandra va à l'étage pour aller se doucher. Et Juliette fait de même après elle. Juliette redescend plus vite que Cassandra et lui demande si elle est allée dans sa chambre. Cassandra lui dit que non. Et Juliette lui dit que c'est bizarre puisque sa porte de chambre est ouverte et qu'elle est normalement toujours fermée. Cassandra lui dit pour la rassurer qu'hier elle est montée chercher un pull et qu'elle a dû oublier de la refermer car elles ont bu. Bref, les deux filles s'en vont, se posent dans le salon et se posent dans le lit et regardent un film. À leur grand étonnement, le chat les rejoint. Leur chat n'est pas très câlin et il préfère souvent être à l'étage. Et il finit par s'en aller pour faire une balade dehors. Quand d'un coup, elles entendent un clac. Juliette demande à Cassandra si elle a entendu. Et oui, elle a bien entendu. Mais bon, à l'étage, c'est du parquet. Il y a des escaliers en bois. Et c'est clairement un bruit de craquement de vie du bois. Enfin, elle espère. Bref, elles laissent couler et elles vont dormir. Le réveil sonne à 6h30 du matin pour l'école. Le réveil est très dur. Les filles sont à moitié réveillées quand d'un coup, Cassandra entend Juliette revenir en courant. Elle ferme la porte et lui crie « La porte d'entrée est grande ouverte ». Puis juste après ça, elle se jette sous les couettes. Les deux filles commencent à paniquer. Cassandra lui demande si elle est sûre d'elle, puis elle se lève. Juliette lui crie « Mais tu fous quoi? Imagine, il y a quelqu'un dans la cuisine qui t'attend avec un couteau. » Cassandra elle est en mode super rassurant. Alors elle décide de bloquer la porte et met tout ce qu'elle trouve devant, au cas où. Puis les deux filles ne font pas de bruit pendant un moment et elles n'entendent rien dans la maison. Pas le choix pour elle, Cassandra doit vérifier que la porte d'entrée est bien ouverte. Mais elle n'a clairement aucun courage. Donc elle ouvre le volet de la baie vitrée afin de pouvoir passer par l'extérieur. Et effectivement, la porte d'entrée est grande ouverte. Elles se remettent alors dans le salon et sur le coup, Cassandra pense à un cambriolage. De là, les filles appellent la police qui met 20 minutes à arriver. C'est clairement les 20 minutes les plus longues de leur vie. Cassandra essaye de garder son sang-froid et ne sait pas comment, car avec sa cousine à côté qui est totalement tétanisée, c'est pas facile. Les policiers arrivent et les filles leur crient le code du portail. Elles n'ont pas envie de tomber dans un guet-apens. Les policiers ouvrent et rentrent. Ils passent par l'entrée de la maison qui est intacte à part qu'elle est ouverte. Ils reviennent donc vers elle pour leur dire et ils font le tour de la maison ensemble. Seuls 3 détails les interpellent sur le moment. Le premier, un tiroir du buffet qui est légèrement ouvert, mais sur le coup, impossible de dire si c'est elle ou quelqu'un qui l'a ouvert. Deuxième détail, le sac à main de Cassandra dans la cuisine est ouvert, comme toujours, mais le portefeuille à l'intérieur est également ouvert, alors que normalement il est toujours fermé. Il ne manque rien de plus, Cassandra n'avait pas de liquide sur elle. Elle essaie alors de se dire que c'est peut-être elle qui au drive a oublié de le refermer. Et troisième détail, le porte-clés de la clé d'entrée avait une position bizarre. Comme si quelqu'un voulait être discret pour ne pas faire de bruit en tournant la clé. Les policiers finissent par partir et elle se prépare pour aller à la gare. Juliette va dans la salle de bain, prend sa douche, mais en revenant de cette douche, elle dit à Cassandra qu'il y avait de l'eau dans la douche. Cassandra se dit que c'est bizarre, mais que ça doit être la douche qui est bouchée. Juliette lui dit que non, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris une douche il y a pas longtemps dans leur maison. Les deux filles commencent vraiment à flipper. Juliette va ensuite dans le frigo pour prendre son plat de pâtes préparé et demande à Cassandra si elle en a mangé. Elle lui dit que non, de plus elle les a bien vus hier, mais non, elle n'en a pas pris. Et forcément, là, les filles, elles commencent à flipper de plus en plus. Il y a de plus en plus d'éléments qui sont chelous. Elles décident alors de partir et de raconter cette histoire à leur grand-mère, qui lui passe le bip de l'alarme. Mais la grand-mère lui dit que les parents de Juliette ne la mettent jamais, car c'est une alarme extérieure qui se déclenche dès qu'une araignée passe dessus. La soirée arrive, les deux filles flippent totalement. Elles dorment avec les chaussures sur le côté, un couteau de boucher, sac à la main et clé de voiture avec un plan de fuite et un ordre d'action à faire au cas où. Quand d'un coup, pendant la nuit, l'alarme se déclenche. Elles se lèvent d'un coup, courent jusqu'au portail pour récupérer la voiture. Puis elles appellent la police et 2 voitures de police sont arrivées pendant qu'elles attendaient devant le portail dans la voiture. Les policiers ont fait le tour de la maison sans rien trouver.
Ils ont fini par partir et l'alarme s'est redéclenchée une deuxième fois. Mais les filles ont fini par éteindre l'alarme. Quelques jours plus tard, les parents de Juliette rentrent et les deux filles expliquent la situation. Mais les parents ne les prennent pas du tout au sérieux. Ils se mettent carrément à dire que c'est sûrement le chat qui a fait des bêtises. Quelques jours passent et Juliette envoie une photo à Cassandra d'une doudoune sans manches et elle ajoute « J'ai trouvé ça sous mon lit. C'est pas à moi et c'est à personne que je connais. » Là, il n'y a plus de doute pour Cassandra. Il y avait bien quelqu'un avec eux dans la maison pendant les vacances. Juliette a fini par accéder aux caméras de surveillance et elle peut apercevoir un homme qui passe au-dessus du portail à 15h20 avec une doudoune sans manches et un sweat noir. Et elle le revoit repasser le portail le lendemain à 6h12 avec un sweat noir sans doudoune. C'est clairement cet homme qui est entré par la baie vitrée quand elle dormait et qui est allé à l'étage. Il s'est probablement caché en dessous du lit de Juliette. Et heureusement pour elles, elles ont eu ce petit rituel de dormir dans le salon sur le clic-clac. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Et effectivement, si Juliette avait dormi dans son lit, il serait passé peut-être d'autres choses. Donc heureusement qu'elles avaient le petit rituel. Bon, bref, je vais pas revenir sur les détails de l'histoire. Allez, des fois, après je me dis, non mais tais-toi, juste tais-toi, parce que sinon, si tu refais toute l'histoire, on n'a pas fini. Eh ben justement, on passe à la prochaine histoire. Juste avant que commence ce thread d'horreur, si tu ne l'avais pas fait, n'oublie pas un petit pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément. L'histoire que Maeva partage se passe quand elle est en école primaire. Elle devait avoir 7 ou 8 ans. Tout cela se déroule à l'école. Il faut d'abord que vous sachiez quelque chose qu'elle faisait quand elle était petite. Maeva était très timide et donc elle ne parlait pas beaucoup, voire pratiquement pas. Alors quand cette histoire lui est arrivée, elle a eu beaucoup de mal à en parler. Elle pensait que les adultes ne la croiraient pas si elle racontait ce qui s'était passé. Bon, maintenant que vous avez un petit peu de contexte sur sa personnalité quand elle était petite, passons à l'histoire. Sa famille et elle ont déménagé dans une autre ville, car elle se faisait harceler dans son ancienne école. Maeva revenait souvent avec des bleus, des blessures, et la pire fois, ses parents ont décidé de la changer d'école quand elle est revenue avec une dent cassée. Heureusement, c'était une dent de lait, mais elle avait également eu un bras cassé. Les enfants de son ancienne école l'avaient poussée dans les escaliers, puis l'avaient frappée à coups de pied, simplement parce qu'elle ne leur répondait pas. Apparemment, les parents de ses enfants disaient qu'elle était démoniaque et que Satan la possédait, ce qui expliquait, selon eux, son silence. Ses parents ont entendu ces rumeurs et ces problèmes. Et boum, Maeva s'est retrouvée dans un petit village. Tout semble normal, les voisins sont sympas et dans sa nouvelle école, personne ne la harcèle. Mais elle est seule car elle n'arrive toujours pas à parler. Au moins, elle se dit que ça ne peut pas être pire que dans son ancienne école. Donc, elle est plutôt contente d'aller en classe. Au fil des jours, voire des semaines, Maeva remarque qu'un garçon est lui aussi toujours seul. Il a remarqué qu'elle le regardait parfois et il a fini par venir lui parler. Au début, tout était normal. Il lui parlait un peu de sa vie et elle ne répondait pas. Mais elle avait l'impression que ça ne le dérangeait pas. Il se contentait donc de lui parler sans attendre de réponse de sa part. Les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres un jour, quand des élèves d'une autre classe ont commencé à le frapper dans les toilettes et que sa mère a dû venir le chercher pour l'emmener à l'hôpital. Il est revenu 2 semaines plus tard. Il traînait toujours avec Maeva mais avec un air menaçant. Ce n'était pas contre elle, mais contre les autres enfants. Cependant, elle a commencé à en subir les conséquences. Petit à petit, il a repris la parole, mais de manière plus froide, comme un enfant ne devrait pas parler. Il lui parlait de sujets vraiment choquants. Même encore aujourd'hui, elle s'en rappelle. Il lui disait qu'il découpait les poupées de sa petite sœur, qu'il les mettait dans de l'acide et que cela lui faisait vraiment plaisir. Sur le moment, Maeva ne comprenait pas ce qu'était de l'acide. Elle pensait juste qu'il goûtait les Barbies de sa sœur et que c'était amer. Comme s'il les mettait dans du citron ou quoi. Elle s'est dit sur le coup qu'il était bizarre de manger des Barbies et qu'il n'était pas étonnant que ça soit acide. Du coup, tout ça commence vraiment lorsqu'elle rentre chez elle, après avoir entendu son amie parler d'acide. Curieuse, elle essaye de goûter une de ses propres Barbies, mais ne trouve rien d'acide. Elle se dit alors qu'il devait sûrement parler d'une autre poupée. Elle oublie cette histoire avec le temps, les vacances arrivent et Maeva passe cette période chez ses grands-parents, sans avoir de nouvelles de lui. Pendant ses vacances, elle parvient même à dire quelques mots à sa famille, voire des phrases entières. Mais quand elle revient à l'école après les vacances, elle est très stressée. Elle n'arrive plus à parler, comme si une boule lui serrait le ventre. Elle appréhende le retour en classe. De retour à l'école, malgré son malaise, elle retrouve son ami seul. Il lui raconte comment se sont passées ses vacances. Apparemment, il a trouvé un nouvel hobby, mais il ne peut pas encore lui en parler. Il lui promet de lui montrer quelque chose le lendemain s'il parvient à trouver ce qu'il veut.
Le lendemain, il arrive tout content, avec un sourire vraiment terrifiant sur le visage. Il demande à Maeva de le suivre jusqu'aux toilettes réservées aux garçons. Là, il sort quelque chose de son sac, ce qu'elle voit l'affiche d'horreur. Il avait mis dans son sac un chat mort. Maeva recule de stupeur et il lui dit alors « T'as vu comment il est beaucoup plus beau comme ça ? Je l'ai tué pour qu'il vive éternellement avec moi. J'avais peur qu'il parte et qu'il m'abandonne comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de garder toutes les personnes que j'aime près de moi éternellement. Je veux les protéger de ceux qui font du mal aux autres. Je ne veux plus perdre personne. » Même à cet âge, Maeva comprend que quelque chose ne va pas du tout chez lui. Elle sait que si elle reste plus longtemps avec lui, elle va avoir de gros problèmes. Alors elle décide de se retourner et de partir en courant. Mais avant qu'elle ne puisse aller bien loin, il la rattrape. Avec un sourire mêlé de larmes, il lui demande pour la première fois « Tu vas pas me quitter, toi aussi. Tu vas pas me quitter comme maman et papa l'ont fait, hein ? Tu me comprends, toi, n'est-ce pas ? C'est pas ma faute si ma sœur avait un cancer. C'est pas ma faute si maman a trompé papa avec un autre homme. C'est pas ma faute si mon papa s'est pendu parce qu'elle était l'amour de sa vie et que ma mère est partie avec ma sœur chez son nouveau copain. Tu me comprends, toi. Tu me laisseras pas seule dans cette maison. Je suis revenu à l'école pour toi, pour être éternellement avec toi. » Maeva ne comprend pas du tout ce qu'il lui raconte, mais elle voit dans son regard que ce n'est pas bon signe. Aucun son ne sort de sa gorge, elle est paniquée. À ce moment-là, elle pense que ça pourrait être la fin. Elle ne sait pas ce qu'il va lui faire, mais finalement, rien ne se passe. Elle voit de la tristesse dans ses yeux, une profonde tristesse qu'elle ne comprend que maintenant, en tant qu'adulte. Cet enfant était désespéré. Il avait besoin d'aide, d'adultes pour le sauver. Mais Maeva, du haut de ses 7 ou 8 ans, qu'est-ce qu'elle pouvait comprendre à tout ça ? Sûrement pas grand-chose. Alors elle fait la seule chose que son instinct lui dicte de faire. Elle court. Toute la journée, elle l'évite. Le soir, pour la première fois, Maeva dit à ses parents qu'elle a quelque chose d'important à leur raconter. Elle n'arrive pas à tout leur expliquer de vive voix. Alors elle écrit beaucoup pour qu'ils puissent comprendre. Après avoir compris que ce jeune garçon était potentiellement un danger pour les autres enfants et pour lui-même, ses parents décident de contacter la police. Ils leur expliquent d'abord que cet enfant a probablement été seul pendant toutes les vacances et ensuite qu'il aurait peut-être besoin de soins hospitaliers. La police fait le nécessaire, Maeva n'a pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé ensuite. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il n'est jamais revenu à l'école. En grandissant, elle a demandé à ses parents s'ils se souvenaient de lui. Ils lui ont répondu que ses grands-parents l'avaient pris en charge, que sa mère avait disparu et que sa petite sœur était décédée pendant les vacances et que son père avait mis fin à ses jours entre-temps. Voilà pour son histoire. Alors en soi, l'histoire, elle est... Tu peux être tiraillé entre beaucoup de choses, hein. Vraiment, elle est assez horrible dans tous les sens. Vraiment, je sais pas quoi dire. Vraiment là, pour le coup, t'es en mode de... Hein ? Du coup, si je sais pas quoi dire, je vais passer à la prochaine histoire. Bah oui, eh oui. L'histoire que je vais te raconter s'est passée en mai 2017. Angela et son mari Jim possèdent un immeuble centenaire de 5 étages dans lequel se trouve leur entreprise, un centre commercial d'antiquités. Et leur appartement est à l'étage ainsi que divers autres locataires. Ils ont subi plusieurs cambriolages consécutifs au cours des années précédentes et ils ont donc renforcé les portes d'entrée de l'entreprise de manière assez intensive. Barres d'acier agressives, plus de caméras, etc. Quoi qu'il en soit, à 3h du matin, ils dormaient profondément à l'étage, comme tout le monde. Mais ensuite, ils ont reçu un appel de Sonitrol, leur société de sécurité. Un mouvement avait été détecté dans un endroit inhabituel, pas au rez-de-chaussée où se trouvent 90% des bijoux, mais en bas. Ce genre de choses, c'est généralement une araignée sur la caméra, ou une souris, ou quelque chose dans ce genre-là quoi. Ils ont donc réagi de manière un petit peu décontractée. Angela ne portait qu'un débardeur, des sous-vêtements et des tongs. Jim, lui, n'a pas attrapé sa batte de baseball, mais au moins, il portait un pantalon. Elle est partie vérifier à la porte d'entrée qui était intacte pendant que Jim allait vérifier à l'arrière. Soudain, Jim l'a appelé en disant « Il y a quelqu'un à l'intérieur ». Angela a alors fouillé avec son téléphone, essayant d'appeler le 911. Dans ce genre de situation, elle avait extrêmement du mal à naviguer avec son téléphone. Avec le stress et tout, mais finalement, elle a réussi à appeler et à contourner l'arrière du bâtiment, racontant à l'opérateur du 911 ce qui était en train de se passer. Verre brisé, vitre cassée. Elle a dit, comme elle l'a entendu plus tard pendant la préparation du procès, « Oh mon Dieu, ils sont là-dedans, s'il vous plaît, venez maintenant ». Puis il y a eu un crash assourdissant et on aurait dit que tout à l'intérieur était réduit en miettes. Elle peut entendre quelqu'un qui est en train de tout détruire, qui est vraiment en train de détruire son gagne-pain. Angela se dit mais comment quelqu'un peut faire ça et qui est là-dedans? Elle se demande également combien ils sont.
À ce moment-là, elle ne pouvait que crier au téléphone à une voix sans visage implorant de l'aide qu'elle savait encore à quelques minutes. Il faut garder à l'esprit qu'Angela elle a été fraîchement réveillée dans une situation horrible, à peine vêtue, et que la situation s'aggravait de seconde en seconde. Il s'est avéré que le cambrioleur, Troy, s'était retrouvé face à face avec Jim, essayant de sortir du bâtiment par la fenêtre cassée. Tout ça avant l'arrivée de Jim. Ils se sont croisés du regard et Troy a dit « Oh merde !» Puis il a changé de direction, retournant dans les profondeurs du bâtiment. Ensuite, il a laissé tomber son sac à dos contenant des objets volés. Il s'est jeté physiquement par-dessus un portail en fer géant. Il a défoncé la porte du locataire du restaurant, puis sorti par la porte principale. À ce moment-là, Troy avait reçu beaucoup de verres au visage et au corps, et il saignait abondamment. Jim l'attrape à la sortie et se jette sur lui. Il claque son corps par terre contre le ciment. Puis ensuite, il se met à mettre une patate à Troy. L'adrénaline, c'est sauvage. Angela ne pleure pas mais supplie avec une urgence désespérée l'opérateur du 911 de se dépêcher. Elle est terrifiée à l'idée de voir son mari mourir sous ses yeux. Puisque oui, Jim n'avait plus forcément le dessus. Et puis, poussée par l'adrénaline, elle s'est lancée également dans la mêlée. Ils sont maintenant au milieu de la rue, faiblement éclairés en orange par les lampadaires. Et il est clairement difficile d'analyser ce qui est en train de se passer. Heureusement pour Jim, Troy, le cambrioleur, n'avait pas d'arme sur lui. Et il s'est avéré après que ce gars avait commis des centaines de cambriolages et qu'il n'a jamais été arrêté. Heureusement, Jim a le dessus et tient Troy coincé. Soudain, ils peuvent entendre un moteur au loin. Apparemment, Angela commence à crier. Alors oui, la personne qui débarque dans la voiture, c'est la chauffeuse de Troy, c'est sa femme, Kelsey. Elle se penche par la fenêtre de la voiture et crie « Lâchez-le ou je vais buter cette pute ». Tout ça en parlant d'Angela. Tout ce que je vous dis là, ça a été capté en audio puisque Angela était au téléphone avec le 911 et que là, elle nous raconte son histoire avec les détails du procès. Donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu plus de détails que ce qu'elle devrait avoir en fait. Ne voulant pas attendre, Kelsey essaie alors de l'écraser carrément avec sa voiture. Angela se souvient vaguement avoir réalisé que les choses prenaient une tournure horriblement mauvaise. Mais elle essaye clairement de lire la plaque d'immatriculation. Elle se concentre à fond dessus. Mais le truc c'est qu'elle n'est pas en état et elle a du mal à lire. Angela a réussi à esquiver de justesse la voiture de Kelsey. Un an plus tard, ils ont dû écouter l'enregistrement du 911 au procès, synchronisé avec la vidéo des caméras de surveillance. La vidéo provenait d'une entreprise voisine avec de très bonnes caméras extérieures. Jim a commencé à pleurer. Il avait aucune idée à quel point c'était horrible. Le rugissement du moteur a couvert les cris d'Angela à un moment donné. Sa voix était presque éteinte. Elle essayait de répéter le numéro de plaque comme une incantation. Mais on ne l'entend pas à cause du rugissement du moteur et des crissements des pneus. Jim a finalement lâché son emprise sur Troy qui est parti bien sûr. Il a sauté dans la voiture et ils ont fui à toute vitesse dans la rue. La police est arrivée 1 minute plus tard mais il n'était plus là. Quoi qu'il en soit, Troy a clairement saigné partout sur Jim à cause de toutes les vitres et fenêtres brisées. Jim a paniqué en pensant que Troy était peut-être porteur d'une maladie transmissible par le sang. Angela a dû inspecter Jim à la recherche de coupures. Même après ça, Jim a quand même été testé. Et contrairement à un certain nombre d'autres incidents, celui-ci a été assez pris au sérieux, en raison de la quantité de preuves ainsi que de la violence et bien sûr de la tentative de meurtre. Plusieurs mois plus tard, les policiers ont arrêté Troy et Kelsey. Ils avaient l'ADN de Troy sur les vêtements ensanglantés que portait Jim ainsi que partout dans la voiture qu'il conduisait, qui avait été volée mais abandonnée. Il s'est avéré qu'ils étaient recherchés dans 5 comtés pour des centaines de cambriolages commerciaux sur plusieurs années. Tout ça afin de soutenir leur dépendance à certaines substances, des petits médicaments qu'il faudrait pas prendre. Et ils n'étaient même pas si jeunes, ils n'étaient même plus dans la vingtaine. Angela et Jim étaient les seules personnes qu'ils avaient surprises et ils ne savaient pas qu'ils vivaient sur place. Kelsey, la femme, s'est retournée contre Troy. Ils ont accepté un accord en sa faveur, ce qui a beaucoup contrarié Angela, puisqu'elle avait essayé clairement de la tuer. Au moins, Kelsey a dénoncé Troy 6 fois plus que nécessaire. Troy, lui, a refusé un plaidoyer. Il voulait un procès. Angela ne souhaiterait un procès à personne, même pas à son pire ennemi. Vous êtes interrogé seul par l'équipe de la défense. Saviez-vous qu'ils peuvent mentir? Eh bien, ils le peuvent certainement. Ils l'ont interrogé en premier, ils ont diffusé l'enregistrement du 911 la deuxième fois qu'elle l'entendait. Ils ont insisté sur le fait parce qu'elle disait « ils sont à l'intérieur ». Du coup, ils ont essayé d'utiliser ça contre Angela parce qu'elle avait dit il, I-L-S, donc plusieurs personnes, alors qu'au final, il était tout seul. Puis ils ont interrogé Jim et lui ont dit qu'Angela avait admis avoir menti et qu'il y avait une autre personne à l'intérieur du bâtiment. Heureusement, Jim,
il a rigolé et il a dit non, elle a pas menti. Finalement, la veille du procès, Troy a accepté un plaidoyer. Dieu merci. Kelsey a été mise à l'épreuve, Troy a été en prison de 2017 à 2020, jusqu'à ce qu'il soit libéré prématurément à cause de la pandémie de Covid. Kelsey semble maintenant être clean et mener une vie normale, remariée avec des enfants et elle a l'air heureuse. Angela la stalk un petit peu sur Facebook et elle espère sincèrement que Kelsey vit une vie meilleure. Bon, par contre, elle souhaiterait quand même quelquefois qu'elle ait des petits cas d'hémorroïdes ou quelque chose comme ça. Bah oui, puisque quand même, la meuf a essayé de l'écraser. Et bah voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire de fou, clairement. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais tu veux plus d'histoires, je t'invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes. Quand ça se produit, bon bah, c'est généralement une araignée sur la caméra, ou une souris ou quelque chose du genre. Qu'est-ce que c'est 2 ans